La quête d'Iranon de Howard Philip Lovecraft. Un jeune homme, le front ceint d'une couronne de feuilles de vigne posée sur des cheveux blonds brillants de myrrhe, vêtu d'une tunique pourpre déchirée par les bruyères de la montagne, errait dans Teloth, la cité de granit. Les habitants de Teloth, hommes graves à la peau sombre, vivent dans des maisons carrées. Soupçonneux, ils demandèrent à l'étranger d'où il venait, quels étaient son nom, sa fortune. Et le jeune homme leur répondit. Je m'appelle Iranon. J'arrive de la lointaine cité d'Aïra, dont je n'ai conservé qu'un vague souvenir que je tente de retrouver. Ma vocation consiste à créer de la beauté en perpétuant les évocations de l'enfance. Je chante des hymnes que j'ai appris à Aïra. Ma richesse, c'est mes chansons. Elles sont faites de petits souvenirs, de rêves et d'espoirs que je fredonne le soir dans les jardins, lorsque la lune est douce et que le vent de l'ouest agite les bourgeons de lotus. Après avoir entendu cela, les habitants de Teloth se concertèrent. Si le rire et les chansons sont inconnus dans la cité de granit, ces hommes graves regardent parfois au printemps du côté des collines kartziennes, en songeant aux luttes d'Ohonai dont parlent les voyageurs. C'est pourquoi ils prièrent l'étranger de rester et de chanter dans le square devant la tour de Mlin, bien qu'ils n'aimaient pas la couleur de sa tunique déchirée, ni la myrrhe de ses cheveux, ni sa couronne de feuilles de vigne, ni la jeunesse de sa voix d'or. Le soir, Iranon chanta. Tandis qu'il chantait, un vieil homme pria, et un aveugle affirma qu'il voyait une auréole au-dessus de la tête du jeune poète. Mais la plupart des hommes de Teloth bâillèrent, quelques-uns rièrent, et d'autres s'endormirent. Iranon ne disait rien d'utile, en ne chantant que ses souvenirs, ses rêves et ses espérances. Je me rappelle le crépuscule, la lune ou les doux chants qui me perçaient pour m'endormir. De ma fenêtre, je voyais la rue, pleine de lumière dorée, où les ombres valsaient sur les maisons de marbre. Je me rappelle, sur le sol, le carré de lune dont la lueur était différente de toutes les autres, et les visions qui dansaient sur les rayons de l'astre nocturne quand ma mère chantait pour moi. Je me rappelle, en été, le soleil du matin clair au-dessus des collines colorées et aussi la douce senteur de fleurs apportée par le vent du sud qui faisait chanter les arbres. Ô Aïra, cité de marbre et de béryl, que tes beautés sont nombreuses! Comme j'aimais les bosquets tièdes et parfumés de l'autre côté du fleuve Nitra, et les cascades du petit Kra qui coulaient dans les vallées verdoyantes. Dans les bois et dans les vallées, les enfants se tressaient mutuellement des guirlandes. Au crépuscule, je faisais d'étranges rêves sous les arbres de la montagne, tandis que je voyais sous moi les lumières de la cité et le Nitra silencieux qui réfléchissait un ruban d'étoiles. Et cette cité était remplie de palais de marbre, veinés et teintés avec des dômes dorés, des murs peints et des jardins verts décorés de bassins azurés et de fontaines de cristal. Souvent, je jouais dans les jardins et barbotais dans les bassins. Je m'allongeais pour rêver parmi les fleurs pâles sous les arbres. Et parfois, au coucher du soleil, je montais la longue rue en pente qui menait à la citadelle et à la terrasse. Et de là, je contemplais Aïra, la cité de marbre et de béryl, splendide dans sa robe d'or flamboyant. Je te regrette depuis longtemps, Aïra. J'étais encore jeune quand nous connûmes l'exil, mais mon père était roi, et je reviendrai vers toi car c'est ainsi que le destin en a décidé. Je t'ai cherché à travers 7 contrées, et un jour je régnerai sur tes bois et tes jardins, tes rues et tes palais. Je chanterai pour des hommes qui comprendront mes chants et qui écouteront sans en rire, car je suis Iranon, le prince d'Aïra. Cette nuit-là, les hommes de Teloth logèrent l'étranger dans une étable. Au matin, un archonte vint le trouver pour lui dire d'aller à l'échoppe d'Artog, le cordonnier, pour être son apprenti. Mais je suis Iranon, un chanteur de chansons, et je ne me sens pas la vocation de cordonnier. Tout le monde doit travailler à Telos. Ici, c'est la loi. Pourquoi travaillez-vous? N'est-ce pas pour vivre et être heureux? Et si vous ne travaillez que pour travailler davantage,
Quand trouverez-vous le bonheur? La vie n'est-elle pas faite aussi de beauté et de chansons? Si vous n'admettez pas les chanteurs parmi vous, que feriez-vous alors du fruit de votre labeur? Un travail sans chanson, c'est comme une dure journée sans fin. La mort elle-même me semble plus agréable. Mais l'archonte était morose. Il ne comprit rien à ce discours et réprima l'étranger. Tu es un jeune homme curieux, et je n'aime ni ton visage, ni ta voix. Les paroles que tu prononces sont des blasphèmes, car les dieux de Télos ont dit que le travail était bon. Nos dieux nous ont promis un paradis de lumière. Après la mort, nous connaîtrons le repos éternel et une froideur de cristal, où personne ne tourmentera son esprit avec la pensée ou ses yeux avec la beauté. Va chez Artok le cordonnier, ou quitte la ville avant le coucher du soleil. Tout le monde ici doit travailler. Chanter n'est que sottise. Alors Iranon sortit de l'étable. Il marcha dans les rues étroites entre les sinistres maisons de granit à la recherche d'un espace vert, car tout n'était que pierre. Les visages des hommes étaient hostiles et exprimaient la réprobation. Il arriva ainsi au quai de pierre de la lente rivière Zolo, où était assis un petit garçon aux yeux tristes qui contemplait sur l'eau les branches aux bourgeons verts emportées par les torrents des collines. L'enfant lui dit: Hey! N'es-tu pas celui dont parlent les archontes? Celui qui recherche une société lointaine dans un beau pays? Je m'appelle Raymond. Je suis une athélote, mais je n'arrive pas encore à m'habituer à la ville de granit. Je me languis chaque jour des bosquets de tête, des lointains paysages de beauté, des champs. Tu sais, au-delà des collines cartiennes, il y a Onae, la cité des luttes et de la danse, dont les confidences des voyageurs affirment qu'elle est à la fois tyrante et terrible. C'est là-bas que j'irais si j'étais assez grand pour trouver le chemin seul. C'est là que tu devrais aller. Là, les hommes t'écouteront chanter. S'il te plaît, quittons la cité de Télote et partons ensemble pour les collines printanières. Tu me montreras comment on voyage et je t'écouterai chanter le soir, quand les étoiles, une à une, apportent le rêve dans l'esprit des dormeurs. Peut-être même qu'Onaï, la cité des luttes et de la danse, est-elle cette bête Héra que tu cherches? Allons à Onaï, ô Iranon à la tête d'or. Allons là où les hommes répondront à nos désirs. Là où ils nous accueilleront comme des frères. Là où personne ne rira ni ne froncera les sourcils à ce que nous dirons. Qu'il en soit ainsi, petit. Si tu aspires à la beauté, il faut quitter la cité de granit et aller au-delà des montagnes. Je ne veux pas te laisser dépérir au bord du Zuro paresseux. Mais ne crois pas que tu trouveras la joie et la compréhension de l'autre côté des collines cartiennes, ni plus loin, ni au bout d'un voyage d'un jour, ou d'un an, ou d'un lustre. Écoute, quand j'étais petit comme toi, j'habitais dans la vallée de Nartos, près du glacial Xari, où personne ne prêtait attention à mes rêves. Lorsque je serai plus grand, me disais-je, j'irai à Sinara, sur la côte sud, où je chanterai pour les chameliers souriants sur la place du marché. Mais quand enfin j'arrivai à Sinara, je ne trouvais que des chameliers ivres ou débauchés. Leurs chants étaient différents des miens. Je voyageai ensuite en barque sur le Xari jusqu'à Jaren au mur d'Onyx. Mais les soldats de Jaren se moquèrent de moi et me chassèrent, si bien que j'errai de cité en cité. J'ai vu Stétélos sous la grande cataracte, et j'ai contemplé le marécage où s'élevait jadis Sarnath. Je suis allé à Traa, Ilamek et à Kadétéron, au bord de la sinueuse rivière Haï. J'ai longtemps aussi habité à Olatoé, dans le pays de l'Omar. Mais si j'ai parfois des auditeurs, ils ont toujours été peu nombreux, et je sais que je ne trouverai le bonheur qu'à Aïra, la cité de marbre et de béryl, où mon père était jadis roi. C'est pourquoi nous cherchons Aïra. Nous irons visiter la lointaine Oonai, au-delà des collines cartiennes qui pourraient bien être Aïra, bien que je ne le croie pas. La beauté d'Aïra dépasse l'imagination, et personne ne peut en parler sans ravissement, ce qui n'est pas le cas d'Oonai, dont les chameliers parlent d'un air concupissant. Au coucher du soleil,
Iranon et le petit Romnod quittèrent Télote et errèrent longuement parmi les vertes collines et les fraîches forêts. La route était dure et obscure, et elle semblait ne jamais vouloir conduire les voyageurs à Onaï, la cité des luttes et de la danse. Chaque soir, quand les étoiles apparaissaient, Iranon chantait Aïra et ses merveilles, et Romnod écoutait. Ils étaient amis, heureux, tous les deux à leur façon. Pour se nourrir, ils mangeaient en abondance des fruits et des baies rouges. Le temps passa, et ils ne remarquèrent ni l'un ni l'autre que de nombreuses années s'étaient écoulées. Le petit Romnod était devenu grand. Il parlait d'une voix grave et non plus aiguë, mais Iranon ne vieillissait pas. Ses cheveux dorés étaient toujours couverts de feuillage et parfumés d'une résine odorante qu'il trouvait dans les bois. Un jour, Romnod parut plus âgé qu'Iranon, bien qu'ils fussent très jeunes quand son ami l'avait rencontré à Télote en train de contempler les bourgeonnantes branches vertes flottant près des rives de pierre du paresseux Iulo. Par une nuit de pleine lune, les voyageurs arrivèrent au sommet d'une montagne et découvrirent la myriade des lumières d'Onaï. Des paysans leur avaient dit qu'ils s'approchaient, mais Iranon sut que ce n'était pas Aïra, sa cité natale. Les lumières d'Onaï étaient dures et crues, tandis que celles d'Aïra brillaient aussi doucement et aussi magnifiquement que les rayons de la lune. Près de la fenêtre où la mère d'Iranon jadis chantait des chansons pour l'endormir. Iranon et Romnod descendirent la colline escarpée et gagnèrent Onaï à la recherche d'hommes à qui les chansons et les rêves apporteraient la joie. Lorsqu'ils arrivèrent dans la ville, ils aperçurent des fêtards et des guirlandes de roses autour du cou qui allaient de maison en maison. Ces hommes, qui écoutèrent les chansons d'Iranon, lui lancèrent des fleurs et l'applaudirent lorsqu'il eut fini. Alors, pendant un instant, Iranon crut qu'il avait enfin trouvé ceux qui pensaient et ressentaient la même chose que lui. Quand l'aurore se leva, Iranon regarda autour de lui avec tristesse. Les dômes d'Onaï n'étaient pas dorés, mais gris et lugubres. La ville était 100 fois moins belle qu'Aïra. Les habitants étaient livides à force de débauche, amollis par le vin, et tout à fait différents des hommes beaux et radieux d'Aïra. Mais comme ces gens lui avaient lancé des fleurs et applaudissèrent ses chansons, Iranon resta, ainsi que son ami qui aimait l'atmosphère de fête de la ville. Romnod portait des roses et de la myrrhe dans ses cheveux noirs. Iranon chantait la nuit pour les fêtards, mais il ne changeait pas. Couronné de feuilles de vigne de montagne, il rêvait toujours aux rues de marbre d'Aïra et au cristallin Mitra. Iranon se produisit un jour dans le palais couvert de fresques du monarque, sur un dais de cristal élevé au-dessus d'un gigantesque miroir. Il chanta avec tant de cœur qu'il donna l'impression à ses auditeurs que le sol reflétait des choses anciennes, très belles, mais à demi oubliées, et non des convives congestionnés par le vin qui lui lançait des roses. Le roi le pria de quitter sa pourpre déchirée, et l'habilla de satin et de tissu d'or, avec des bagues de jade vert et des bracelets d'ivoire teinté. Il le logea dans une chambre dorée et décorée de tapisseries, avec un lit de bois joliment sculpté et couvert de soies brodées avec des fleurs. Iranon demeura à Onaï, la cité des luttes et de la danse. On ne sait pas combien de temps Iranon resta à Onaï, mais un jour, le roi fit venir au palais des danseurs tourbillonnants du désert de l'Iranie et des joueurs de flûte basanée de Drinnen. Ce soir-là, les noceurs lancèrent beaucoup moins de fleurs à Iranon qu'aux danseurs et aux joueurs de flûte. Peu à peu, Romnod, jadis le petit garçon de la cité de Télote, la cité de granit, devenait plus grossier et s'enivrait. Il rêvait de moins en moins et n'écoutait plus avec le même plaisir les chants d'Iranon.
Malgré sa tristesse, Iranon continuait à chanter et à rêver d'Aïra, la cité de marbre et de béryl. Puis une nuit, Romnod, alourdi et congestionné, s'éteignit sur les coussins de soie de sa couche de banquet. Il mourut pendant qu'Iranon, pâle et mince, chantait pour lui-même dans un coin sombre. Après avoir pleuré son ami et recouvert sa tombe de branches aux bourgeons verts comme il les aimait, Iranon enleva ses vêtements de soie et ses parures et quitta Ohonaï, la cité des luttes et de la danse, sans que personne ne le remarquât, vêtu seulement de la pourpre déchirée dans laquelle il était arrivé, et le front couronné de vignes fraîches des montagnes. Au coucher du soleil, Iranon repartait à la recherche de son pays natal et d'hommes qui comprendraient et aimeraient ses chansons et ses rêves. Dans toutes les villes de Siddhartri et dans les contrées au-delà du désert de Banasi, les enfants au visage malicieux se moquèrent de ses chansons anciennes et de sa tunique de pourpre déchirée. Iranon paraissait toujours aussi jeune et chantait inlassablement Aïra, la cité magique de marbre et de béryl. Il arriva une nuit dans la cabane misérable d'un vieux berger courbé par les années et sale. L'homme gardait des moutons sur une pente rocailleuse qui s'élevait au-dessus d'un marécage de sable mouvant. Iranon s'adressa à lui, comme il l'avait fait tant de fois. « Peux-tu me dire où je trouverai Aïra, la cité de marbre et de béryl où coule le nitrat cristallin ?» En entendant ces mots, le berger regarda longuement et intensément Iranon, comme s'il se souvenait de quelque chose de très ancien. Il étudia chaque trait de son visage, ses cheveux dorés et sa guirlande de feuillage. Puis, hochant la tête, il répondit. « Ô étranger, j'ai bien entendu parler d'Aïra et des autres noms que tu as mentionnés, mais ils remontent loin dans le temps. Je les ai entendus dans ma jeunesse de la bouche d'un compagnon de jeu, le fils d'un mendiant qui avait des rêves étranges et qui inventait de longues histoires sur la lune, les fleurs et le vent d'ouest. Nous nous moquions de lui car nous connaissions son origine, bien qu'il se prît pour le fils d'un roi. Il était beau comme toi, mais étrange et un peu fou. Il s'est enfui de chez lui encore très jeune pour trouver ceux qui écouteraient avec plaisir ses chansons et ses rêves. Combien de fois m'a-t-il chanté des poèmes sur des contrées qui n'ont jamais existé et sur des choses qui ne pourront jamais être. Il parlait beaucoup d'Aïra, de la rivière Nitra et des cascades du Petit Kra. Il disait toujours, que nous fussions parfaitement au courant de ses origines, qu'il avait régné sur ces contrées. Mais il n'y a jamais eu de cité de marbre appelée Aïra, ni d'homme qui y prendrait plaisir à écouter des étranges chansons, sauf dans les rêves de mon ancien compagnon de jeu, Iranon, qui a disparu. Et dans le crépuscule, tandis que les étoiles apparaissaient une à une, et que la lune répandait sur le marécage une lueur semblable à celle qu'un enfant aime voir palpiter sur le sol lorsqu'on le berce, un vieil homme, à la tunique déchirée, couronné de feuilles de vigne flétries, s'enfonça dans les sables mouvants mortels. Regardant droit devant lui,
comme s'il voyait les dômes dorés d'une belle cité où l'on comprendrait ses rêves. Cette nuit-là, une partie de la jeunesse et de la beauté de l'ancien monde disparut à jamais.